Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Et j'aimerais commencer par un premier sujet. Le thème, c'est comment retrouver de la motivation au travail. Alors, nous ici, on aime tous notre travail, en tout cas je l'espère, mais on a pas mal de personnes qui ont des difficultés dans leur travail et j'ai trouvé une anecdote assez drôle qui, je me suis dit, tiens, je vais vous la partager pour introduire. Ça s'est passé il y a quelques temps en Suède. Un conseiller du fisc appelait son propre numéro pendant des heures pour éviter de travailler. Donc il avait visiblement un grand poil dans la main, je cite l'article. Pour éviter de travailler, un conseiller du fisc suédois avait trouvé une astuce imparable. Au lieu de prendre des appels de clients, Andreas a appelé son propre numéro de portable, ce qui a eu pour conséquence de le mettre en occupé dans le système et que les appels entrants soient pris par quelqu'un d'autre. Explique un rapport disciplinaire de l'autorité fiscale suédoise. Entre le 10 mars et le 5 mai, ce Suédois de 28 ans, qui risque licenciement, a appelé 32 fois son numéro personnel pour un total de 55 heures, soit 7 jours de travail effectif en l'espace de 2 mois. Alors, c'est pas mal. Ma question, c'est, bon, on comprend bien qu'il n'était pas très motivé au travail, ce jeune homme. Ma question, c'est, est-ce que vous avez déjà eu dans votre parcours de travail, parce que vous avez tous fait en dehors d'être pasteur, avant, Claude, toi tu étais instit, papa tu as bossé à Peugeot, Claude on l'a déjà dit, mais tu étais éduc aussi, mais tu es toujours éduc d'ailleurs, tu es toujours. Mais avant voilà, maintenant être un peu plus proche du travail dans l'église, les bâtiments, est-ce que vous avez perdu la motivation et peut-être même dans ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre la motivation ? La perdre, alors je pense, perdre peut-être pas, mais je pense qu'on est un cas particulier, en tout cas il me semble, que dans le contexte dans lequel nous sommes, ça progresse tellement, tout le temps, depuis maintenant 30-35 ans, que finalement, là où on peut se perdre, c'est pas tant dans la motivation que dans la multiplicité des occupations et des projets à poursuivre. Donc toute la difficulté, c'est de ne pas se disperser de trop, et de se recentrer pour pouvoir justement se rappeler à quoi on est appelé et ce à quoi on est appelé à faire, quoi. Sinon, effectivement, la motivation peut se diluer. Ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis, peut-être pour ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, et qui connaissent pas trop, qui sont pas dans les murs. C'est vrai qu'on a des projets qui s'enchaînent. Il y a tout le temps quelque chose, et c'est peut-être là où tu fais appel à ça. Moi, je m'occupais d'un groupe de jeunes en Suisse. Bon, le rythme était plus tranquille quand même, faut le dire. Il était bien plus tranquille. Donc je comprends que tu fasses appel à ça. C'était pas un peu comme le Suédois là. Alors non, moi je m'appelais pas. T'occuper. Non, moi je m'appelais pas. Je me cachais. Bon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous qui m'avez employé en Suisse, je vous rassure, je me cachais pas. Claude, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé ? Oui. Alors c'est pas une perte de motivation, c'est une perte d'énergie en fait. Parce que l'énergie est liée à la motivation souvent. Ah mais ouais, c'est intéressant. Voilà, c'est la ressource qui nous permet de se lever le matin et de dire je vais travailler. Mais pour quitter un peu de mon cas, j'aimerais parler de deux choses. Je pense connaître beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être quelques-uns qui nous écoutent, qui ont perdu leur motivation à cause du télétravail. Voilà. Tout à fait. Suite au Covid, on quitte la dimension où on travaille ensemble, on est dans le lien. Et on se retrouve comme ça, tout seul, chez soi, dans un petit coin, une petite table. Et je sais que beaucoup de nos contemporains, beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs, le télétravail a contribué à leur perte de motivation. C'est l'isolement, ouais. L'isolement, ouais. Clairement. Complètement. Ne peut être dans une dynamique comme ça de groupe et d'équipe. Et le deuxième point que j'ai rencontré aussi, c'est finalement la question de la vocation. Question de la vocation, c'est des jeunes qui recherchent un boulot. La plupart des jeunes avec lesquels je travaille recherchent un boulot. Pourquoi ? Parce que je veux avoir un salaire. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'argent. Et à un moment donné, je leur dis, sur le long terme, vous allez perdre la motivation parce que à notre époque, si je peux dire, à mon époque, on ne parlait pas de boulot, on parlait de vocation. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, je cherche juste un boulot. Est-ce que tous les métiers sont des métiers de vocation ? Pas sûr. Non. Par contre, je pense qu'il y a dans la vie des saisons.
Oui. Les saisons, parce que il me semble qu'au départ, quand un jeune a envie de se prouver, a envie de dire maintenant j'ai fait les études, je voudrais rentrer dans le monde du travail, je voudrais gagner mon salaire, enfin bâtir une maison, bâtir un foyer, un couple. Il y a cette fameuse décennie ou ces 2 décennies où on court après le succès. Mhm. On va avoir du succès au travail, on grimpe les échelons, du succès familial, du succès professionnel, etc. Et puis après, il y a une tranche d'âge, après 40-45 ans, où tout à coup vient la réflexion sur mais pourquoi je cours ? En fait, je cours après quoi ? Parce qu'on a fait sa maison, elle est enfin bâtie. Les petits sont partis du nid. Au travail, on a grimpé les échelons, puis on se rend bien compte que quand on est tout en haut, on est un peu seul, que c'est pas forcément toujours la chose la plus drôle à faire. Et puis finalement, on s'est aussi pris des coups en cours de route. Et on se dit, mais pourquoi je me lève tous les matins et je fais peut-être 42, 45, 50 heures par semaine, voire plus, pour certains patrons. Mais en fait, je cours après quoi ? Vient le moment où on cherche du sens à ce qu'on fait. Et on rencontre aujourd'hui des gens, et j'en connais plusieurs, et des gens très proches, qui ont quitté des bons postes bien payés, et qui ont cherché, entre guillemets, de la vocation, ou en tout cas des métiers où il y a plus de sens et de vocation, et comme source de remotivation pour travailler, c'est une sacrée source. Et ce qui est aussi propre aussi à la génération d'aujourd'hui, hein, on en parle comme quelque chose, c'est une génération qui cherche le sens. La génération d'avant, c'était la réalisation de soi-même. C'était toi qui m'avais prêté un livre très intéressant sur la quête du sens. Je ne sais pas si tu l'as lu ? En tout cas, je l'ai lu avant toi, de Boller, si je ne me trompe pas, le nom du scientifique, mais où on montrait des études, tu vois, des études qui m'ont... Tu as vu comme je le connais, je le voyais dans ses yeux. Il allait me dire fièrement oui. Mais vous remarquerez que je n'ai encore rien dit et pourtant impacté l'émission. Oui. Ça me fait beaucoup de bien sans rien dire. Mais juste d'entendre que tu nous écoutes, ça nous a fait un bien fou, c'était incroyable. C'est tellement rare. Mais ce scientifique qui disait que on voit aujourd'hui, il semblerait qu'il y a une zone du cerveau qui est touchée par le sens. Et que si l'être humain n'a plus de sens, les risques de dépression sont là, etc. Donc aujourd'hui, certaines études même semblent prouver. Moi, ça m'intéresse, papa, ton expérience quand tu étais à Peugeot. Parce que tous les métiers sont respectables, mais certains métiers, il faut le dire, présentent peut-être un peu moins d'intérêt à faire... toi, tu étais à la chaîne, et travailler à la chaîne, faire les mêmes gestes, c'est le problème du Fordisme à l'époque, qui justement faisait que les gens... tombaient presque dans un état de dépression, à tout le temps savoir faire la même chose constamment. Comment toi, tu l'as vécu à l'époque ? Oui, j'ai pas été à la chaîne, j'étais électromécanicien, mais je travaillais avec les gens qui étaient là. Évidemment, l'intérêt du travail que vous faites est un élément important de la motivation. Mais je crois aussi, et je voudrais le dire pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément un métier passionnant, la motivation pour ce qu'on fait peut se trouver ailleurs. C'est-à-dire tu es motivé parce que tu sais que même si ce travail n'est pas pour toi forcément motivant, mais il va nourrir ta famille, il va nourrir tes enfants, il contribue à quelque chose. C'est le sens que tu donnes à ce que tu fais. Sinon, évidemment, tu peux changer de boulot tout le temps. Ensuite, on parlait de démotivation. Je pense que certains aspects de la démotivation peuvent venir du fait de ne jamais être encouragé. Moi, j'ai vu des gens qui donnent beaucoup de peine, etc. Mais comme ils sont toujours découragés ou comme on n'arrête pas de les critiquer, etc., au bout d'un moment, ils perdent leur motivation. Donc, je dois dire que j'ai travaillé à Peugeot et moi, ma motivation, je l'ai trouvée ailleurs que dans ce que je faisais parce que j'ai fait électromécanicien comme j'aurais pu faire boulanger. Je l'avais déjà dit un jour, quand je suis sorti, moi, de troisième, on m'a demandé quel métier je veux faire. J'en ai proposé 15, du boulanger à l'électromécanicien. Donc, j'ai fait ça pour pas faire autre chose. Et ce qui arrive plein de fois. Ah ben, clairement. Mais ma motivation, ensuite, ma motivation quand j'allais à Peugeot, en tant que chrétien, bien sûr, c'était de faire mon boulot parce que j'étais payé pour ça. Mais c'était aussi d'annoncer l'évangile à mes collègues. Ouais. Et franchement, c'était... D'ailleurs, un jour, j'ai eu un entretien professionnel et quand il m'a dit, bon voilà, Peter Schmitt, on est content de votre travail, vous serez ceci et cela dans tant et tant de temps, cadre et compagnie. Qu'est-ce qui vous motive ? Je lui ai dit, moi, ce qui me motive, c'est les gens. Alors là, il s'est arrêté, il me dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Vous n'avez qu'à faire assistante sociale. Mais c'est vrai que c'était ça ce qui me motivait. Donc, j'ai envie de partager à nos amis qui nous suivent, même si vous êtes, comme on peut, même si vous êtes, même si nous sommes dans quelque chose qui ne nous motive pas forcément,
on peut trouver du sens à d'autres endroits. Et je pense, parce que du coup, je me posais la question comment retrouver de la motivation. Tu disais un point intéressant, et toi aussi, Claude, toi aussi, papa, t'as dit vraiment des choses intéressantes. Oui. C'est bien. Hein. Vous mettez tous un Non, note mais sur- Ah, mais alors là, On est intéressant aujourd'hui, c'est bien. Ça Mais- va, Chouette. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment que le sens, il soit plus élevé que soi-même. Ou plus élevé que des petits objectifs de « Ah, bah, j'ai mon travail pour m'acheter la belle voiture ». Parce que dès que tu l'as, dès que c'est palpable, ces choses-là, dès que tu peux mettre le doigt dessus, c'est fini. Être avec les gens, évangéliser, c'est un truc, c'est constant. Trouver pour nourrir sa famille, c'est un but qui a de la valeur, c'est pour le bien des enfants, c'est sur des années. Et ça, je pense que comment retrouver de la motivation, c'est en se replongeant dans ce sens-là aussi, dans ces... Super intéressant ce que tu dis. Merci, Tu Claude. dis, Ça fait plaisir. oui, mais on te le renvoie aussi, on te renvoie une la fleur. émission Hein. de valorisation. C'est formidable. On est bien entre nous. On se motive. Venez, on reste que entre nous. Hein Venez, on ne Parce reste que plus tu dis, qu'ensemble. On s'y Le retrouve d'ailleurs. sens doit être beaucoup plus élevé que soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail n'est pas seulement, comme on peut le vivre aujourd'hui, une question d'épanouissement personnel C'est ça. et question de réalisation. Il y a une dimension beaucoup plus grande que chacun doit pouvoir trouver. Et je rejoins le pasteur Sam quand il dit oui, il faut y donner un sens. Il faut y donner un sens. Mais c'est quand même bien qu'on lui donne aussi un sens intrinsèque, c'est-à-dire un sens personnel. Oui. personnel. Bon, je trouve juste un petit peu, on est dans le côté subliminal, là, dans les hauteurs stratosphériques du sens, c'est très bien, il en faut, et je suis le premier à dire que je suis dans une vocation où on est dans le sens, t'en fais partie Ben. Par contre, je me dis que celui qui a le SMIC et qui reçoit une augmentation de 200 €, ça lui fait du bien aussi, ça peut le remotiver au travail. Ah ben. Non, juste parce que je me l'impression que des fois on est un petit peu dans le sens. À la fin du mois, il y a des factures à payer pour tout le monde. Et Serait-ce comme parce par que tu as hasard, ton patron en face de toi que tu Non, dis, mais tu parles de moi? Mais le message est passé. Ceci Je dit, pense que tout le monde a compris le message. Enfin, c'est vous, cher Ah oui. ami. Hein. Mais ceci étant dit, cher Ben, c'est que c'est peut-être que l'augmentation, elle n'a qu'une elle ne peut être que motivation temporaire. Parce qu'une fois qu'on l'a, c'est comme la voiture qu'on a gagnée, on l'a, ça fait du bien. Et après, on se dit, tiens, il faudrait de nouveau une rallonge. Et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Aujourd'hui, je pense qu'une des sources de remotivation, c'est aussi toute l'ambiance qui est au travail. C'est vrai. Toute l'ambiance. C'est sûr. Tu en parlais avant, Sam, sur le côté savoir être Encouragement. encouragé. Mais aussi, merci. Hey, ce soir, tu as bien prêché ou tu as bien fait ton job de machin. La lumière était belle, le son était bon, la musique était belle, tu as bien joué à la guitare, basse, c'était pas faux. Quoi. Non mais un merci, une bonne ambiance, savoir rigoler ensemble. Ouais. C'est ça. Je pense que ça peut valoir beaucoup plus que de l'argent parce que on s'y retrouve. Mais- Ça et veut c'est dire. et c'est ce Se que retrouve, c'est ce que dans la Silicon Valley ils ont compris, les grosses firmes Google, etc. Il y a des salles pour jouer ensemble, pour se détendre ensemble. Il y a des salles. On est content d'aller au travail parce que tu sais que tu vas pas juste être derrière ton écran. Ramener Oui, son tu animal dis, de compagnie. On peut ramener son animal de compagnie. Attends, Avec je des fais fois, peut-être, même pour montrer à quel point ils vont loin. Bon là c'est presque fou, je trouve, mais il y a des salles de câlinage d'animaux. C'est-à-dire ils mettent des petits chiots, etc. Juste pour te sentir bien, tu peux y aller pendant ta Tu vois, pause. Ben, alors, moi, qu'est-ce quand on que en t'as arrive aimé là, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de grosse manipulation pour que tu sois plus rentable. Ah oui. Ah mais Et c'est là, j'ai plus le sentiment qu'on est dans quelque chose qui non mais on est donne d'accord. du sens, mais plutôt dans quelque chose Ouais, qui mais- vise mais- l'exploitation. Oui mais on est d'accord. Mais ça c'est les responsables. Mais le responsable a compris que un employé motivé est un employé plus rentable. Ah bah ça, c'est sûr. Donc c'est tout c'est dans l'intérêt du patron de chercher à ce que l'employé soit Je pense motivé. que dans la motivation, il y a aussi le côté où il y a le respect entre vie privée et vie professionnelle, dans le sens où quelqu'un qui est bien à la maison et qui n'a pas de problème majeur, etc., parce qu'il a le temps de les régler, peut aussi être plus performant au travail parce que C'est sa sûr. tête est libre. C'est sûr. Il peut travailler autrement que s'il rentre du boulot, rentre du travail, du travail, sa femme l'engueule parce qu'il a fait des heures sup et qu'il ne va jamais. Mais d'avoir un bon équilibre, travail. Mais d'ailleurs, Vie personnelle et vie professionnelle. Oui, c'est ça. Mais juste même par rapport à ce qu'on disait là sur les patrons qui cherchent le bien-être des employés justement pour garder cette motivation, il y a de plus en plus de personnes qui sont employées pour être juste... Comment on appelle le terme Les gestionnaires du bonheur, non? Ouais, c'est ça, ouais. Les responsables du bonheur de l'entreprise. Ça Qui doivent existe. voir que... Est-ce que ton fauteuil, t'as mal au dos? Attends, moi je m'occupe de trouver un fauteuil qui te fera plus mal au dos. Est-ce que tes horaires c'est vraiment bien avec Ah bah tes c'est enfants? gentil, hein, parce que franchement là,
Merci. On attendait un petit peux y café, aller. un thé, mais non. Non, mais je trouve que c'est très intéressant aussi comme approche. Si on prend le prisme un peu du patron, c'est aussi intéressant de penser à ça, le Mais bonheur. regarde, il y a quelqu'un qu'on connaît tous ici, c'est Christian. Ouais. Christian qui a travaillé à Peugeot pendant de longues années. Alors lui, il a connu ce qui a été aussi la chaîne pendant un temps. Et le Seigneur l'avait appelé dans son jeune âge. Et lui, il était tout de suite motivé pour servir Dieu. Au bout de 2 ans, la chaîne, il se dit, mais rien ne se passe, où est Dieu dans tout ça, etc. Et puis, il voulait changer de boulot. Et un jour, il a interrogé le Seigneur. Il lui dit, mais Seigneur, t'es où dans tout ça? T'es où Et le Seigneur lui a répondu la chose suivante. Tu veux me servir alors que tous les jours, tu vas en râlant au boulot. Ouais. Et il dira, il le témoigne encore aujourd'hui, il dira à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je deviendrai le meilleur monteur de porte que Peugeot n'a jamais eu. Et finalement, il a trouvé sa motivation en quoi? Eh bien, dans le fait qu'en tant que chrétien, il était appelé d'abord à être un exemple là où il est et à aller au travail non pas en râlant. Il est devenu cadre, etc. Et ensuite, après des années, le Seigneur l'a appelé. Ah bah pour les chrétiens. Mais Dieu l'a motivé comme Pour ça. les chrétiens qui nous écoutent, il y a un verset qui nous donne toute Ouais, la très motivation clair. du monde. Faites toutes choses comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Seigneur. Ah, Pour la gloire de Dieu, quand tu sais que tout, tu dois le faire comme si tu le fais pour le Seigneur, tu es censé être motivé. Hein, Mais c'est vrai qu'on est tous, enfin dans notre génération, à l'époque, moi aussi on m'a demandé ce que je voulais devenir, moi je ne sais pas ce que je voulais devenir. J'ai raté des concours, j'en ai réussi un, l'école normale, je me retrouvais à Instit. Mais c'est parce que j'avais choisi à la base. Mais pas du tout, moi j'étais jeune chrétien à l'époque, je venais de me convertir, je me retrouve devant des gamins et j'avais mes copains qui étaient moins diplômés que moi, qui allaient travailler en Suisse, ils avaient le triple de moi. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec les enfants des autres à m'embêter avec eux, avec 30 gamins, et puis un salaire loin des envies que j'avais. Et puis j'ai râlé avec Dieu, mais j'ai comme une question, j'ai râlé. Et j'avais toujours dit un jour au Seigneur, je vais même partir en mission. Et voilà qu'un matin, je vais au travail et j'étais vraiment mal vissé. Et tout le monde dira, mais c'est un magnifique métier d'être institut, vous avez des vacances et tout. Pour le coup, c'est un métier de vocation. Et j'arrive dans la rue principale de ce village où j'allais travailler. Et je dis, je ne te comprends pas, Seigneur. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que je fous là avec vingtaine d'enfants? Le Seigneur m'a dit, mais mon petit, tu voulais partir en mission au loin, t'occuper de centaines de gens, milliers de gens. Pourquoi tu voudrais que je t'envoie là-bas au loin si tu n'arrives pas à t'occuper de 20 gamins dans ce village? Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'en fait, mon terrain missionnaire, entre guillemets missionnaire, était le fait de s'occuper de ces 20 enfants. Et j'ai toute mon énergie dans le fait que, déjà, de réconcilier ces enfants avec l'école. De faire en sorte que le matin, ils se lèvent et qu'ils se disent, c'est une chouette journée, avec M. Gréder, on va faire une belle journée d'école. Et j'ai vu des évolutions dans la vie des enfants. Forcément, ça a eu des incidences sur les parents. Je pense que je n'ai jamais eu autant de cadeaux de Noël des parents que cette année-là. Avec des... Fou, hein. Mais parce que, tout à coup, mon attitude à moi avait changé. Mais oui. Mon regard sur le travail avait changé. Et tout à coup, mon travail n'était plus un travail. C'était une activité, mais qui était aussi faite comme pour le Seigneur. Et alors, en l'occurrence, j'ai encore eu l'occasion forcément d'être un témoin visible auprès de ses enfants. Ouais. Parce que forcément, un institut ou un prof ne laisse pas son éthique à la porte. Il rentre avec tout ce qu'il est auprès des enfants. Et il traduit quelque chose, même s'il ne le dit pas forcément de manière claire, mais il traduit quelque chose de son être auprès de ses enfants. Et du coup, je me suis dit, mais voilà mon terrain missionnaire. Mais il a fallu un Voilà l'instituteur que j'aurais dû avoir. Tu vois, ça aurait changé ma vie. Ah, c'est la faute de l'institut, en fait, c'est pour ça. Ah, tu vois, j'ai jamais été réconcilié avec les amis, le temps passe, hein, mais peut-être pour Andreas, si tu nous regardes de Suède et que c'est traduit cette émission. Donc, j'essaie de... Donne-nous ton numéro, on t'appellera pour rendre service. J'essaye de synthétiser, mais je pense en tout cas trouver un sens profond. En tant que croyant, c'est être une lumière là où on est, le faire comme si on était pour le Seigneur et avoir un équilibre. Avoir un équilibre, vie personnelle, vie privée, le sommeil aussi, hein, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le sommeil... La différence entre la vie personnelle et la vie privée. Oui, comme il est. Non, mais j'ai trouvé ça ma motivation. Non, j'ai trouvé que c'était profond. Continuons. Mais et le sommeil, et le sommeil, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais dormir peu, ça peut vraiment te casser dans ton moral au travail. Hein. Oui, mais là, on n'est pas tous égaux non plus. Hein. Et là, on n'est pas tous égaux. On a un de nos collègues, là, un certain Bertrand.
sais pas comment il Bertrand, il a dit dans une de ses prédications, il n'y a pas longtemps, parce qu'elle n'est pas forcément diffusée au jeu cette semaine, cette émission, mais il n'y a pas longtemps, il a dit dans une prédication qu'il mettait un post-it en écrivant dessus « ne pas trop dormir » et il le posait sur son oreiller. Bertrand qui dit « ne pas trop dormir », moi je trouve ça grave. Il fixe rendez-vous à une jeune le matin à 5h parce qu'il est déjà debout. Lui dit « tu peux venir ». Voilà. Il dort 3-4 Non, on n'est pas tous égaux. Hein, mais... Non, on n'est pas tous Je ne égaux. peux pas parler de lui, c'est mon patron. Ah, voilà. Je vous laisse.